Face à l'info, bonsoir à tous. Édition spéciale avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonsoir. Pour la première fois, vous ne serez pas mon chroniqueur, mais mon invité. Vous avez sorti « La France n'a pas dit son dernier mot » aux éditions Rubempré. 230 000 exemplaires déjà. Et dans la première partie, nous allons faire un point ensemble sur ce qui s'est passé depuis votre départ de l'émission. Ensuite, je vais accueillir à tour de rôle 2 intervenants pour débattre avec vous. Tout d'abord, Henri Peña-Ruiz, philosophe, écrivain, homme de gauche. Il vous a interpellé dans la presse après votre séquence sur le retrait de voile à Drancy avec cette femme qui se prénomme Rachida. On va discuter avec lui. La laïcité est-elle un cadre juridique ou un socle identitaire ? La laïcité est-elle une arme identitaire ? On en parlera. Et puis dans la troisième partie, quel projet économique faut-il pour la France ? Je vais accueillir Denis Oliven, dirigeant, chef d'entreprise, écrivain, homme de gauche, européiste, libre-échangiste. Quelle part du libre-échange dans la désindustrialisation de la France ? On va parler de l'Europe, on va parler des dépenses publiques françaises, on va parler du rôle de l'Europe et puis on va parler aussi du climat. Une petite dernière question qu'on abordera. Jusqu'où la France doit-elle aller pour lutter contre le réchauffement climatique? Et avant de terminer, je vous demanderai une petite conclusion en fin d'émission pour savoir un peu votre mot de la fin. C'est parti, face à l'info. Éric Zemmour, vous étiez à cette place, éditorialiste, journaliste. Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes devenu un homme engagé. Qu'est-ce qui a changé entre le Éric Zemmour éditorialiste, journaliste, qui était avant dans Face à l'info, et celui que je reçois ce soir? Pour moi, rien. Je veux dire par là que moi, je tiens toujours le même discours. Je dis toujours les mêmes choses. Je fais toujours la même analyse de la situation du pays et je fais toujours le même diagnostic qui entraîne évidemment une certaine politique. Mais ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est le regard des autres. Le regard des médias, le regard du public, le regard des téléspectateurs quand je passe dans des émissions de télévision, le regard des politiques. Tous ces regards qui ont changé, le regard des sondeurs. Évidemment, quand on passe en un mois de 5% à 17%, ils sont là à la fois ébahis, admiratifs et en même temps agacés. Donc vous voyez, il y a tout ça qui a changé. Oui, les gens ne me regardent plus de la même façon. Vous, chez vous, rien? Non, mais je veux dire par là, quand je dis rien, je ne parle pas de psychologique. On va parler de psychologique si vous voulez. Je parle du fond des idées. Vous m'avez écouté pendant 2 ans. Franchement, je ne crois pas avoir dit de choses différentes depuis que j'ai quitté l'émission. Simplement, je les ai dit dans un autre contexte, à travers la promotion du livre, à travers des conférences que je faisais dans des salles. Et l'ambiance était différente, il faut être honnête. C'est-à-dire que l'ambiance dans les salles, j'ai déjà fait des conférences depuis des années, j'ai eu d'autres livres. Là, il n'y a pas la même ambiance, je le reconnais volontiers. C'est-à-dire que les gens sont en attente d'une candidature présidentielle, ils sont en attente d'une bataille présidentielle. Il faudrait aussi écouter, mais je pense que vos journalistes sont venus, ils ont entendu ce que les gens me disent après, pendant la séance de signature qui dure 2 heures, 3 heures. Ce sont des gens qui sont à la fois, c'est très paradoxal d'ailleurs, qui sont à la fois désespérés et à qui je donne de l'espoir. C'est ce qu'ils me disent. On va parler de tout ça. Revenons sur ce sondage, justement. Ce sondage à 17-18%, personne ne pouvait imaginer que vous seriez donné au second tour, que vous seriez à ce point dans les sondages. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez déjà gagné ? Vous avez imposé vos idées, vous avez rythmé la campagne, vous êtes au cœur de cette campagne présidentielle. Vous avez déjà gagné. Alors, j'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Je devrais préciser aujourd'hui, s'il impose cette question, c'est parce que le pays attend cette question. Et que les autres candidats ne lui parlent pas de cette question. C'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai dit... de quoi doit-on parler à la présidentielle ? On doit parler de la France, de son destin. Vous savez, la formule du général de Gaulle, parler de la France aux Français. On doit parler de la France, de son destin. Et moi, j'ajoute de
de ce qu'elle est en danger de mort. C'est-à-dire que je pense que la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. Vous m'accordez que je le disais déjà sur ce plateau quand j'étais votre chroniqueur. Absolument d'accord. Mais aujourd'hui, je le dis effectivement dans un autre cadre. Et les gens entendent, les gens attendent cela. Je pense que les gens sont conscients de ça, vous comprenez. Il y a, comment vous dire, une impasse politique. Il n'y a pas un aveuglement du pays. Une grande partie de la population, vous avez vu ce sondage incroyable, en tout cas pour la classe politico-médiatique. On demande aux Français, est-ce que le grand remplacement est crédible et va arriver ? 67% des Français disent oui. C'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, si vous continuez, s'il n'y a pas de réveil politique pour la présidentielle, le grand remplacement aura lieu et une autre civilisation prendra la place de la nôtre, de la civilisation qui est française depuis 1000 ans, européenne, fondée sur le christianisme et la culture gréco-romaine. Voilà ce que j'ai dit. Je pense que les gens attendaient cela. Et voilà ce que vous dites effectivement depuis 2 mois. Exactement. Vous avez quitté l'émission. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez réussi à imposer et à gagner, on va dire, cette première bataille à cause ou grâce à l'état du pays. C'est horrible ce que vous dites. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est cela. C'est-à-dire que, vous savez, depuis... En même temps, j'ai l'impression d'avoir écrit ça depuis 20 ans. J'ai écrit des livres depuis 20 ans, 25 ans. Vous savez, j'ai l'impression, dans ce mois de septembre, comment vous dire, d'avoir mis... Vous m'avez demandé comment on se sent. J'ai l'impression de mettre en un mois toute ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai lu, écrit, vu, expérimenté, compris, je l'ai mis comme ça sur la table pendant un mois. Pendant 2 mois. Et c'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit dans mes livres, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris de la situation française, de ce danger de mort, de ce que j'appelle devenir le Liban en grand. Vous savez, on pourrait reprendre plusieurs formules, mais les Français ont compris. Et moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je porte cela, et j'ai mis ça sur la table, comme ça, devant les Français. Et les Français m'ont dit, oui, on est d'accord avec toi, on attendait que quelqu'un se lève et le dise. Alors justement, si vous dites que, parce que vous portez toujours les mêmes thèmes depuis de nombreuses années, mais là vous dites qu'il s'est passé quelque chose en septembre. Pourquoi ? Aussi à cause des médias. Alors j'ai des questions à vous poser à propos des médias, parce que souvenez-vous, Éric Zemmour, on vous reprochait, on voulait vous faire taire, on a fait des émissions, on entendait les manifestants derrière. Pendant qu'on faisait les premières émissions, on voulait vous faire taire. Pendant 2 ans, tous les médias se sont bagarrés pour vous faire taire, Éric Zemmour. Vous avez parlé pendant 2 ans sur CNews, et maintenant je vous vois sur tous les médias. Il n'y a pas une chaîne qui vous a pas reçu. Ça vous fait sourire. Pas un média, pas une émission ne vous a reçu. Est-ce que ils étaient hypocrites, ou bien est-ce que vous êtes en train de tomber dans le piège qu'ils vous tendent ? Moi, je ne crois pas tomber dans un piège. Ils n'étaient pas hypocrites. Simplement, ils étaient furieux que... nous fassions une audience aussi formidable. C'était de la jalousie professionnelle, même avant. Donc c'est de la jalousie professionnelle. Moi, si vous voulez, je pense qu'on pourrait épiloguer longtemps sur les médias, mais je vais aller vite. Je pense qu'il y a une contradiction dans les médias. La contradiction, c'est je fais de l'audience, donc ils veulent m'inviter. On a vu sur une chaîne rivale de CNews le débat avec Mélenchon qui fait 4 millions de téléspectateurs. Je pense que sur BFM, ils n'ont jamais vu ça. On a vu aussi les autres chaînes, etc. Bon. Partout où vous passez, la presse écrite. Très bien. Deuxièmement... Le Monde a fait 8 articles sur vous en 8 jours quand vous avez quitté... Les journalistes veulent raconter une histoire nouvelle. Ils n'avaient pas envie de s'ennuyer avec ce qu'on leur promettait, c'est-à-dire un débat de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui était gagné d'avance pour Emmanuel Macron. Donc, ils n'avaient pas envie de s'embêter. Et en même temps, c'est là où leur contradiction, globalement, les journalistes me détestent, non pas personnellement, je pense, mais idéologiquement. Et ils veulent absolument me faire rendre gorge politique. Et ils sont prêts à tout. Je vois tous les soirs, il y a des documentaires sur moi, à charge évidemment, et qui sortent sur toutes les chaînes, etc. Bon, dans les journaux, vous avez raison, Le Monde fait des articles pour me dire à quel point je suis un danger pour la démocratie.
je pense que cette contradiction médiatique est aussi une des causes de ce mois de septembre et d'octobre. On a l'impression que c'est pour mieux vous embrasser, pour mieux vous étouffer. Je dirais même que, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans... Est-ce que vous n'êtes pas devenu un peu dans le système? Avant, vous étiez hors système, toujours sur les médias. Et maintenant, est-ce que vous n'êtes pas justement... Vous ne jouez pas le rôle de celui qui va être le candidat face à Macron, celui qui va permettre à Emmanuel Macron de gagner? C'est ce que dit tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans ce jeu qui est en train de forger la victoire d'Emmanuel Macron? En fait, vous savez, la victoire d'Emmanuel Macron était programmée avant que je ne rentre dans ce jeu comme un chien dans un jeu de quilles. La victoire d'Emmanuel Macron, elle était programmée parce que tout simplement pour 2 raisons simples. Marine Le Pen était promise à un second tour. Je vous rappelle qu'elle faisait 28% avant les vacances d'été. Bon. Et tout le monde savait qu'elle allait perdre. On se souvenait de son débat calamiteux de 2017. Même ses électeurs s'en souvenaient. Même ses électeurs avaient été humiliés par cette prestation. Et Emmanuel Macron l'attendait serein. Il savait qu'il allait gagner. Marine Le Pen se doutait qu'elle allait perdre. Et le candidat de LR, quel qu'il soit, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, on ne parlait pas de Barnier à l'époque, peu importe, quel que soit le candidat, était incapable d'être qualifié pour le second tour. Très loin des 28% de Marine Le Pen. Quand on parle de ça, quand on parle de la victoire d'Emmanuel Macron, que je favoriserais soi-disant, il faut se souvenir de là où on vient. Si je n'étais pas rentré, encore une fois, dans ce schéma, si on ne calculait pas mes intentions de vote dans des sondages, c'était ça le programme annoncé pour avril et mai prochains. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Donc, si vous voulez, c'est pas moi ça. Ça, c'est sans moi. Emmanuel Macron avait gagné d'avance. D'ailleurs, vous avez qu'à lire les papiers sur les Macroniens. Je lisais les papiers sur les Macroniens qui vont interroger les proches d'Emmanuel Macron. Ils savent très bien, eux, la vérité. Ils savent très bien que j'ai mis une dose d'incertitude. Mais vous n'êtes pas tombé dans le système, pour vous. Mais vous savez, moi, je pense que on tombe dans le système si on parle comme le système. On ne tombe pas dans le système si on ne parle pas comme le système. Alors justement, là, et moi, je ne parle pas comme le système. C'est pour cela d'ailleurs qu'il me le fait payer très cher. On a bien remarqué. Moi, j'ai remarqué justement, je vais vous faire mes petites remarques depuis que vous êtes parti, si vous permettez. Mais je vous en prie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes passé, lorsque je vous regarde un peu comme ça dans les médias, vous êtes passé de l'argumentation à la petite phrase, à la petite image. On va regarder une petite image. Je vous avais dit que vous êtes rentré comme un chien dans un jeu de quilles. Regardons. Quelques secondes. Belle image. Oui, pourtant... j'ai réussi. J'en avais raté 3 ou 4 avant. Hein. Bon, là, vous voulez... Donc c'est pour ça que j'étais content. Non, mais on dit, voilà, il gagne, et voilà. Il faut bien s'amuser un peu. Oui, je suis d'accord. Mais Éric Zemmour, entre nous, je vous dis, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas tombé dans la petite phrase, la petite image Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... Moi, j'ai vu l'habitude d'avoir Éric Zemmour dans l'argumentation, dans le combat, dans le débat. Et là, excusez-moi, bravo pour le bullying quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais attendez. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. C'est comme cette histoire de fusil que je pointe sur les journalistes. Parlons-en. Je pense qu'on a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Vous savez, c'est pas facile. Je vais de ville en ville, je fais des discours, je réponds aux journalistes qui me posent 10 000 questions. Je reste, je crois, tout le temps dans l'argumentaire, même quand je réponds à tous les journalistes. Donc, je m'autorise, oui, une détente, une plaisanterie. Voilà, c'est un clin d'œil. C'est pas le fond de l'affaire. Je crois que personne n'est dupe. Personne n'est dupe, mais ce sont des images qui restent, comme l'image justement de l'arme à Millipol. On va voir, pendant qu'on parle justement, lorsque vous avez pointé cette arme sur les journalistes, est-ce que c'est pas de la naïveté politique? Je reviens, Éric Zemmour, sur cette image parce que ce n'est pas l'image qu'on a en général de vous. Avant, justement, ces 2 mois qui se sont écoulés. Mais vous savez, je vous le répète, je plaide le droit à la plaisanterie. Il n'y a pas de limite à la plaisanterie?
Je sais pas. Non, mais lorsque vous êtes un engagé politique, il n'y a pas de limite à la plaisanterie. Je ne pense pas, moi. Mais comme quoi, vous savez, peut-être que je sous-estime, et je l'apprends au fur et à mesure, à quel point, grâce à ce que vous avez dit, c'est-à-dire les sondages, etc., à quel point maintenant, chacun de mes gestes, chacun de mes mots est l'objet d'un examen sourcilleux et d'attaques systématiques. C'est vrai que je le découvre. Maintenant, voilà, il faut l'accepter. Je pense que vous savez que les Français ne sont pas dupes. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent très bien distinguer la blague même potache, même de mauvais goût. À la limite, je vous l'accorde. Même la blague de mauvais goût, avec l'argumentation, le sérieux, le discours sur la France dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a l'écume et il y a le fond. Je pense que les gens, contrairement aux médias, les médias, vous savez, c'est un Moloch médiatique. J'ai retrouvé cette formule-là, vous allez rire, elle est d'Emmanuel Macron en 2016. Il dit « il faut alimenter le Moloch médiatique ». Il a raison. Le Moloch médiatique tente de vous dévorer. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dévorer? Où est l'argumentation? Je pense, par exemple... Mais l'argumentation est tout le temps là, Christine. Écoutez mes discours, écoutez mes réponses aux journalistes. J'argumente et je ne lâche pas un argument, je vous assure. Mais vous le savez très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a ces images. C'est vrai que c'est des instants de détente. On est des êtres humains. Je ne suis pas tout le temps dans le tragique de l'histoire. J'ai le droit aussi de me détendre en jouant au bowling. Pas dit que je n'avais pas le droit de détendre. Bon. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une limite à la détente? Ça, c'est ma question. Et Éric Zemmour, par exemple, lorsque vous dites vous avez le droit de vous détendre, par exemple, lorsque vous dites Marlène Schiappa, c'est une imbécile, pour vous, là non plus, vous n'avez pas été trop loin? Non. D'accord. Je vais vous dire, j'assume toujours. Vous savez très bien que j'assume toujours mes propos. Et en plus là, et là, en plus là, franchement. C'est Marlène Schiappa qui a lancé la Lali contre moi pour cette image de fusil, pour cette blague de fusil pointé. C'est pas elle qui est sur la liste pour être éventuellement candidate à la présidentielle? Non, pas du tout. Vous, oui. Mais sa réflexion était imbécile, je le maintiens. Elle montait sur ses grands chevaux en disant que je menaçais la liberté de la presse et tout. C'était imbécile, voilà. Vous n'hystérisez pas le débat, comme le dit par exemple la gauche? Regarde. La gauche et tous vos ennemis. Je peux citer? Je vous en prie. Arnaud Montebourg. Il estime que vous n'avez qu'un seul programme, les Arabes à la mer. Il faut faire taire Zemmour. Yannick Jadot. Zemmour, ce petit collabo de salon qui se prend pour un résistant, même pas en rêve. Fabien Roussel, qui veut vous rendre inéligible tous ceux qui ont été condamnés pour incitation à la haine. Ou bien Anne Hidalgo, ou bien encore Olivier Véran, qui vous qualifie d'aventurier, du repli, du rejet, du racisme. Vous n'hystérisez pas le débat? Là, en l'occurrence, ce n'est pas moi. Je suis d'accord, mais est-ce que ce ne sont pas des réactions à votre... Absolument. Si vous voulez d'abord, je vais vous dire sur ce thème d'hystériser le débat, et je répondrai ensuite plus en détail à tous ces gens. Hystériser le débat, ça veut dire faire monter, si j'ai bien compris, la violence des propos. Moi, je pense que la mort de la France mérite des propos violents. Je considère que, oui, perdre mon pays tel que je l'ai connu dans mon enfance, ne pas pouvoir transmettre mon pays à mes enfants et à mes petits-enfants plus tard, à nos enfants, à nos petits-enfants, ne pas pouvoir transmettre ce pays, le transformer en Liban en grand avec la guerre civile, avec la misère, avec la corruption, allez voir ce qui se passe au Liban. C'est ça notre destin. Ça mérite des mots violents, oui, j'assume. Et des mots durs, oui, j'assume, parce que c'est une question de vie ou de mort pour notre pays que nous aimons. Combien de fois, madame, chère Christine, j'entends des gens qui viennent me dire « Si vous êtes élu président de la République, je ne partirai pas à l'étranger. Si vous êtes élu, mes enfants échapperont à la barbarie. Si vous êtes élu, mes enfants pourront vivre en France comme des Français. » J'entends ça tout le temps. Donc oui, ça mérite des propos violents, parce que c'est notre destin collectif de notre pays et des Français, de nos enfants, qui est en cause. Quand des gens me disent « grâce à vous, peut-être ma fille ne devra pas se voiler, peut-être ma fille ne sera pas agressée », vous voyez, c'est ça pour les gens. Bon. Donc oui, il y a une violence des propos légitimes. Maintenant, je réponds. Vous remarquez que tous ces gens de gauche,
ne me répondent pas sur le fond. Ou bien En Marche, oui. Ou En Marche, C'est la là où même je chose. disais justement que vous êtes... Ils ne me la répondent petite pas sur phrase. le fond, ils m'insultent. Moi, je n'insulte personne, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? En vérité, c'est toujours la même chose, c'est le petit théâtre antifasciste. Vous vous souvenez, j'ai raconté ici comment Staline avait inventé ce théâtre antifasciste et comment il avait dit que tout adversaire des communistes devait être traité de fasciste. Je vous ai apporté, j'espère qu'on la montrera à l'antenne, je vous ai apporté cette magnifique affiche de 1958. Je crois même que c'est 1951, avec une image de Forgeron. Par le Parti communiste. Par le Parti communiste. Vous la voyez, le De Gaulle, c'est le fascisme. On peut pas dire mieux. Maintenant, chacun est dans son style. C'est pas un peu facile de se cacher derrière le... Ah, je me cache pas derrière le général de Gaulle. Je veux dire par là que la gauche fait toujours la même chose. Je me prends pas pour le général de Gaulle. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'elle a un adversaire dangereux, elle le traite de fasciste. Bon. Maintenant, tous ces gens de gauche qui se révèlent des grands gaullistes devant l'éternel, j'écoutais la grandiloquence grotesque d'Arnaud Montebourg, d'un avocat toujours en quête d'affaires, qui jouait aux gaullistes. Mais M. Montebourg est un gaulliste de bar tabac. M. Montebourg est socialiste. Et les socialistes ont toujours combattu le général de Gaulle. Les socialistes, en 1958, M. Montebourg n'était pas né, criaient que de Gaulle était un fasciste, que de Gaulle était le Duce, Mussolini, que de Gaulle était le général Franco. Ça, c'est les grands frères de M. Montebourg, qui se prend maintenant pour un grand résistant. C'est la Chambre de Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Par ailleurs, je rappelle que le général de Gaulle a donné l'indépendance de l'Algérie à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devint Colombey les deux mosquées. Il a écrit, il a dit... regardez les Français et les Arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous les mettez ensemble, après ça se sépare. Il a dit, est-ce que M. Montebourg est gaulliste? Est-ce que M. Montebourg est l'adversaire du général de Gaulle? Est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui, dans la société, Éric Zemmour? Est-ce qu'il n'y a pas une limite peut-être à certains propos? C'est une question que je vous pose. Une limite à certains propos, puisque c'est ce qu'on vous reproche, d'aller trop loin dans vos propos, d'hystériser. Je comprends ce que vous dites et j'entends bien lorsque vous dites qu'on vous traite de fasciste. J'entends bien que c'est révoltant. Après, est-ce qu'il n'y a pas... Je prends l'exemple de Donald Trump. Donald Trump qui n'a pas été réélu. Est-ce qu'il n'a pas un peu déçu son courant de pensée en ayant des mots justement parfois trop violents? Je ne pense pas du tout. Je pense que les électeurs, tous ceux qui pensent que, par exemple, les 67% de gens qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, tous les 63%, je crois, dans le même sondage, qui pensent que l'islam est un danger pour la France, tous ces gens-là en ont assez de se faire insulter, de se faire menacer, de se faire intimider par des professionnels de l'entourloupe, comme M. Montebourg, ou des communistes qui ont sur la conscience des centaines de milliers de morts et qui osent donner des leçons encore aujourd'hui. En plus que M. Roussel est l'héritier de M. Marchais, qui, il y a 40 ans, parlait exactement comme moi. Vous voyez, ça m'amuse beaucoup, tout ça. Donc, non, je ne pense pas que, au contraire, je pense que les gens sont contents quand je suis dur avec tous ces, tous ces agents de la disparition de la France. Je ne serai jamais assez dur avec eux. Et je pense que les Français seront toujours heureux que je sois dur avec eux parce qu'eux, ils ne peuvent pas être durs. Et ils souffrent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ce sont eux qui vivent les drames et les ravages causés par l'immigration de masse que nos pseudo-élites ont encouragés et ont favorisés et en tout cas subi. Bon, donc, Éric Zemmour. Et Trump, je ne pense pas du tout qu'il a payé la violence de ses propos. Voilà. Il a payé d'autres choses. Je vous avais déjà posé sur le plateau, est-ce que vous êtes raciste? Moi j'entends raciste, xénophobe, mais vous recevez, là même aujourd'hui, vous recevez un raciste, un xénophobe, un homophobe. Enfin, je sais pas quoi, c'est vous savez, ma chère Christine, les mots, il ne faut pas vous laisser avoir. Ah non, les mots ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire? Raciste, qu'est-ce que c'est raciste? On en avait déjà parlé, je m'en souviens très bien. Un raciste, c'est celui qui considère qu'il y a une hiérarchie des races et que chaque être a
une intelligence, une utilité en fonction de sa couleur de peau ou de sa race. Je rappelle d'ailleurs que le concept de race est au départ un concept scientifique ou pseudo-scientifique de militants de gauche progressistes au XIXe siècle qui veulent détruire l'image universelle du catholicisme. Vous savez, nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Faut pas oublier ça. Donc vous vous défendez d'être... Et donc, moi, je ne pense pas qu'on soit supérieur parce qu'on est blanc, noir, jaune, etc. Donc je ne suis pas raciste. Et je dirais autre chose. Le racisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu dans leur vocabulaire? C'est devenu simplement vouloir défendre sa culture, son identité, ses mœurs. Et je m'appuierai sur le plus grand anthropologue français du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, qui, vous savez très bien, c'est à lui que l'UNESCO, en 1945, après la guerre et après les drames du nazisme, avait demandé un texte qui s'appelait Race et Histoire, sur le racisme. Et dans un autre texte, M. Lévi-Strauss, quelques années plus tard, disait... D'Anthropique ? D'Anthropique, et dans un autre texte aussi qu'il avait fait pour l'UNESCO, que le racisme, c'était uniquement ce que j'ai dit. C'était mesurer les crânes, c'était regarder la taille des yeux, etc. Mais que on avait, chaque culture, je cite M. Lévi-Strauss, chaque culture avait le droit de rester sourde aux valeurs de l'autre. Chaque culture a le droit de défendre sa spécificité, ses mœurs, son identité. Ce n'est pas du racisme, ça. C'est au contraire pour le bien de l'humanité, pour le respect de la diversité dont on nous rebat les oreilles tout le temps. Eh bien, si vous voulez, la diversité humaine, c'est aussi que la France reste la France, parce que c'est comme ça qu'elle apporte au monde. C'est pas en devenant un 51e État islamique. Non, en restant la France, elle apporte au monde beaucoup plus. Il y a un décalage quand même, Éric Zemmour, entre ce que vous dites là, par exemple, et l'image qu'on a de vous. Il y a un décalage, par exemple... Non, mais c'est vrai. Par exemple, quand vous expliquez, il y a un décalage entre les musulmans qui se sentent véritablement agressés par vous, et lorsque je vous entends, cette petite musique, dire que vous n'avez rien contre le musulman, vous avez contre l'islam. Alors, on aurait beaucoup de choses à dire, mais Henri Pignarus viendra vous attaquer un petit peu sur la laïcité, et sur l'économie, on parlera tout à l'heure. En revanche, on vous traite aussi de misogyne. Je veux parler un petit peu des femmes. Ça vous fait sourire, mais regardez. Oui, parce que c'est tellement stupide. Mais je vais vous répondre, bien sûr. Par exemple, là, depuis 2 jours, sur les réseaux sociaux de ceux qui vous soutiennent, on a vu des images. On va les voir. Des images de femmes qui soutiennent Éric Zemmour. J'ai regardé, je crois que c'est cette vidéo que j'ai regardée. 28 femmes dans cette vidéo disent soutenir Éric Zemmour. On dirait vraiment que là, il y a un comble, un fossé à combler, que vous avez quelque chose à vous reprocher. Non, je pense vraiment pas... En tout cas, vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou comprendre des femmes. C'est 25 millions d'électrices, 52% des électeurs sont des femmes. Non, d'abord vous exagérez. C'est-à-dire ? Vous exagérez. C'est-à-dire que, je vous dis que je n'arrive pas à me faire entendre des femmes, c'est faux. Il y a beaucoup de femmes, vous savez, vous devriez me suivre dans la rue, vous verriez, il y a beaucoup de femmes qui m'arrêtent et qui me disent « vous avez raison, continuez, on est avec vous » etc. Alors, c'est 2 femmes sur 3 dans le sondage de Elle qui disent qu'elles ont peur pour leurs droits si jamais vous arrivez au pouvoir. C'est qui ? Ce sont des femmes qui sont, je pense, victimes de la propagande contre moi. Je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes, au contraire. Je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que tout simplement, soyons sérieux. Tout est parti d'un livre, il y a 15 ans, qui s'appelait Le Premier Sexe, dans lequel j'écrivais 2 choses, essentiellement. Je vous fais vite, évidemment, un résumé. 1, je regrettais la dévirilisation des sociétés, c'est-à-dire le fait que les valeurs féminines prennent le pas sur les valeurs masculines, et je pense qu'il y avait un déséquilibre qui était rédhibitoire pour notre société, et surtout, je dénonçais d'avance, avec 15 ans d'avance, l'évolution du mouvement féministe vers une volonté d'indifférenciation, le fait que, on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la fameuse théorie du genre, qui explique que le biologique ne compte pas, que vous n'êtes pas une femme, je ne suis pas un homme, qu'un jour vous pouvez être homme et qu'un lendemain vous pouvez être femme, et moi aussi. Moi, je pense que le biologique est déterminant, même si je ne sous-estime pas évidemment la force du culturel,
comme elles disent, mais je pense qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. C'est tout ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que je... Vous êtes encore incompris, Éric Zemmour, c'est ça. Non, mais c'est normal, parce que vous avez vu la machine... Mais vous avez raison, je suis en partie incompris, parce que vous avez vu la machine de propagande contre moi. Je ne compte pas, je le dis là ici, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Ce n'est pas dans mon esprit. Et je pense que les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes droits, ont le même droit à avoir évidemment des études, un travail, ce qu'elles veulent. Évidemment, je ne suis pas là pour enlever le moindre droit. Mais je voudrais dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, parce que cette querelle-là, c'est une querelle intellectuelle, ça m'amuse d'ailleurs parce que j'avais lu il y a quelques années le livre d'un livre de Léon Blum, oublié aujourd'hui, qui s'appelait Du mariage. Et dans ce livre, on était dans les années 20, il proposait que les femmes aient la même vie que les hommes. Sexuelle, libre avant le mariage que les hommes. Ça avait fait un scandale incroyable. On l'avait traité de pornocrate, etc. Et en 1936, pendant la campagne, il est arrivé au pouvoir avec le Front populaire, on lui reprochait encore ce texte. Donc ça m'amusait parce qu'il y avait, vous voyez, voilà, il m'arrive la même chose. Parce que je veux dire que les choses ont évolué depuis 15 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace les femmes? Qu'est-ce qui menace leur liberté? Qu'est-ce qui menace leurs droits? Qu'est-ce qui veut les mettre sous une bâche qu'on appelle un voile ou un hijab? Qu'est-ce qui veut les renvoyer à la maison? Qu'est-ce qui les menace, qui leur crache dessus, voire qui les frappe quand ils sont en jupe dans les quartiers de banlieue et islamisés? Ce n'est pas moi. Au contraire, moi, je suis le seul adversaire de ces gens-là. Et je voudrais dire que les complices de ces gens-là, les alliés de ces gens-là, ce sont justement les féministes qui hurlent au racisme dès qu'on leur montre la réalité. Ce sont les Clémentine Autain et autres, toutes ces féministes qui sont les alliés des ennemis des femmes. En vérité, moi je pense qu'il faudrait émanciper les femmes du féminisme. Je ne désespère pas, là, dans les mois qui viennent, de les convaincre. Je suis sûr de pouvoir les convaincre. Il y a encore du travail, je crois. Mais je suis là pour ça. On va faire une petite page actualité avant de passer à juste un peu des réactions sur l'actualité, puisque j'ai vu que vous n'avez pas, je crois, réagi à Sophie Petronin, ex-otage, puis libérée il y a 1 an en échange de 200 djihadistes. Elle est retournée au Mali. Son fils dit ne pas comprendre la polémique, où elle est jugée irresponsable. Je ne vous ai pas vu réagir. Sophie Petronin, responsable, irresponsable. Je pense qu'au moins, elle est cohérente. Elle a dit, lors de sa première libération, qui nous a coûté 200 djihadistes, vous avez bien fait de le rappeler, qu'elle était devenue musulmane et que de toute façon, il ne fallait plus l'appeler Sophie, mais Mariam. Vous vous souvenez qu'elle s'était convertie à l'islam. J'y vois la confirmation de tous mes dires. Cette femme, manifestement, est devenue musulmane et elle n'est pas l'otage des djihadistes, mais leur ami et leur allié. Libre à elle. L'erreur funeste, c'est celle de nos gouvernants qui ont libéré 200 ennemis de la France pour sa prétendue ou sa soi-disant libération. Elle n'était pas prisonnière, elle n'était pas otage. Elle était l'amie de ces gens-là. Grand bien lui fasse. On va continuer avec l'actualité aujourd'hui. LR, on a vu que les LR, il y a 5 potentiels candidats qui ont annoncé leur parrainage. On a vu Barnier-Ciotti, Juvin, Pécresse pour rendez-vous donc pour le congrès du 4 décembre. Ils ont tous annoncé leur parrainage et vous en êtes... moi, je ne suis pas candidat aux primaires de LR. Je sais. Ce ne sont pas des primaires, en plus c'est un congrès. C'est un congrès, c'est même pas des vraies primaires. La question, mais vous avez combien de parrainages, vous 230 000 je ne m'occupe pas de ça, je ne m'occupe pas de ça. Il y a des gens qui s'en occupent. Non, vraiment, je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas, je ne vais pas vous dire ça, je n'observe pas cela, je suis ça de loin. Il y a des gens qui, effectivement, s'occupent de cela. Je ne sais même pas, je pense que oui, d'après ce qu'ils me disent, mais voilà, je ne suis pas ça au jour le jour. Je rappelle que vous avez une petite conclusion à la fin. On va lui poser des petites... On a le temps. On a le temps. Et puis, un dernier mot, peut-être deux questions encore sur l'actualité. Votre stratégie de taper sur le Rassemblement national, alors que vous prenez l'union des droites. Est-ce que certains disent qu'on ne comprend pas de cette stratégie,
Alors que, par exemple, le Rassemblement national, ils étaient les premiers à vous défendre pour la liberté d'expression, lorsque vous ne parliez pas, lorsqu'on voulait vous faire taire. Et on ne comprend pas, on a l'impression que c'est une petite trahison. Ah. Vous allez arriver à faire l'union des droites avec Je pense d'abord que, oui, certains du Front National m'ont défendu pour défendre ma liberté d'expression, c'est vrai. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont défendu à ce propos. Il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner à mes procès et qui n'étaient pas du Front National. Mais je voudrais dire deuxièmement que moi, j'aime les gens du Front National, les militants, les électeurs évidemment, mais les militants. Ce sont eux qui, en partie, regardaient cette émission. Ce sont eux qui achètent mes livres. Ce sont eux qui viennent dans mes conférences. Ce sont eux qui m'aiment. Et moi, je leur rends cet amour. Je pense qu'ils ont... Vous savez, ça n'a pas été facile pour eux depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ils ont été ostracisés, virés de leur boulot parfois. Ils étaient obligés de se cacher, comme si c'était des pestiférés, uniquement parce qu'ils voulaient défendre la France. Maintenant, c'est l'extrême droite décomplexée ? Non, je vous dis, ces gens-là, moi, je les aime et je les défends. Et c'est justement pour cela que je fais ce que je fais. Si vous voulez bien comprendre la situation politique, le Front National est à la fois la victime et l'acteur d'un piège mortel tendu par Mitterrand il y a 40 ans et qui a fait des idées nationales patriotiques l'exclusivité, le monopole de ce parti pour mieux l'enfermer dans un statut de paria. Et vous voulez les libérer ? Exactement. Vous allez y arriver ? Que Dieu vous entende. Mais c'est ça mon objectif. C'est les libérer pour leur donner enfin la possibilité de défendre leur pays efficacement. C'est tout le drame, malheureusement, du Front National. Donc effectivement, oui, il faut rassembler tous ces gens. Il faut rassembler les gens de LR, les gens de la droite qui ne se reconnaissent plus dans leurs candidats. Vous avez cité des candidats. Il y a par exemple mon ami Ciotti qui est très proche de moi. Mais il y a les trois favoris. Ce n'est pas du tout faire injure à Éric Ciotti. Les trois favoris, il y a M. Juvin. Les trois favoris sont évidemment Barnier, Pécresse et Bertrand. Les trois, ce sont les mêmes. Ce sont des candidats centristes. Ils font campagne pour le congrès de LR, mais en fait, ils font campagne pour être le Premier ministre de Macron. Si vous voulez, ce sont exactement les mêmes. Je pourrais détailler, on n'aura pas le temps. Je ne sais pas si Xavier Bertrand, il est si centriste que ça. Lorsque Xavier Bertrand, vous savez à qui... Regarde, Éric Zemmour, sa conférence de presse. Non mais attendez. Dites-moi. Ne soyez pas dupes. Je suis sûr que les électeurs et les militants de LR ne le sauront pas. Là, depuis un mois, ils tiennent un discours complètement différent. C'est ça. De ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait pendant 20 ans, 30 ans. Monsieur Xavier Bertrand a quitté LR parce qu'il trouvait que la ligne conduite par Laurent Wauquiez était trop à droite. Là, il a fait une conférence de presse aujourd'hui sur l'immigration. Il a dit qu'il va faire un référendum sur l'immigration à l'automne 2022. Il a dit qu'il y a triple frontière, qu'il mettra 3 frontières. Oui, mais bien sûr, il va tout inventer là. Et la frontière nationale. Écoutez, votre réaction sur c'est très bien, c'est très bien. Je suis ravi. Ils viennent tous parler d'immigration parce que j'en parle. Ils viennent tous parler de cela. Même Monsieur Barnier ose dire qu'il faut supprimer le regroupement familial et qu'il faut faire une espèce de bouclier constitutionnel contre le droit européen. Monsieur Barnier, commissaire européen pendant des années, qui a défendu l'Europe fédérale. J'ai connu M. Barnier il y a 30 ans dans les réunions du RPR. Il se faisait houspiller, insulter. Donc vous faites bouger les lignes. Par les gaullistes. Et maintenant il condamne et il brûle tout ce qu'il a adoré pendant 30 ans. Bon, Éric Zemmour, j'aurai encore plein de questions à vous poser, mais on va laisser la place à certains qui ont envie de vous contredire sur la laïcité. On va en parler avec Henri Pérignon-Ruiz qu'on va recevoir dans un instant. Il a fait une tribune dans Marianne, il vous a interpellé en disant que vous salissez la laïcité. On le reçoit tout de suite.
Retour sur le plateau de Face à l'info, édition spéciale avec Éric Zemmour. On a une première partie de Tête à Tête, Éric Zemmour. Vous aurez une conclusion dans un instant, d'une deuxième partie tout à l'heure avec Henri Ruelven pour parler du projet économique pour la France. Et on reçoit Henri Peña-Ruiz. Vous êtes philosophe, vous êtes un homme de gauche, internationaliste, universaliste. Vous avez écrit le dictionnaire amoureux de la laïcité chez Plon. Et puis, vous avez écrit une tribune. Vous avez interpellé Éric Zemmour dans une tribune dans Marianne. Vous avez souhaité débattre avec lui. Et c'était le 25 octobre où Éric Zemmour s'est rendu à Drancy, sur les lieux de votre enfance, Éric Zemmour. Et la séquence où vous demandez à cette femme qui se prénomme Rachida d'ôter son voile a beaucoup choqué Henri Peña-Ruiz, qui dit que vous salissez la laïcité. Il dit que c'est une scène ahurissante, que vous êtes provocateur, vous êtes humiliant, que c'est une scène très dérangeante. Il dit que lorsque vous dites que c'est ça la laïcité, lorsqu'elle enlève son voile, qu'il est très choqué, que ce n'est pas le sens de la laïcité. Et il dit aussi, l'état de droit laïque ne permet pas qu'on limite sans raison la liberté. Et c'est ce que vous avez voulu faire, monsieur Zemmour, et que vous n'avez pas le droit de faire. Henri Peña-Ruiz est là pour le dire, les yeux dans les yeux. Oui, eh bien écoutez, avant d'aborder les thèmes qui vous sont chers, je voudrais parler... Est-ce que je peux répondre à votre tribune ? Attendez, on m'a donné la parole, donc... Éric Zemmour, si vous me permettez. Vous allez expliciter votre tribune. On vient de me donner la parole, je vous en prie, monsieur Zemmour. Ce que je veux dire, c'est que vous vous méprenez complètement sur la laïcité quand vous imaginez que vous pouvez demander à une femme qui est dans une rue commerçante de Drancy d'ôter son voile. C'est parfaitement discourtois, illégitime, et ça ne correspond pas à la laïcité. Quand vous osez lui dire, une fois qu'elle a ôté son voile, pour montrer qu'elle est libre de l'ôter, quand vous osez lui dire « c'est ça la laïcité », vous vous trompez, monsieur Zemmour. La laïcité, ça ne consiste pas à entraver la liberté vestimentaire sans raison. On pose des règles. Par exemple, un professeur, dans l'exercice de ses fonctions, doit respecter la neutralité vestimentaire. Ça, la laïcité le demande. Par exemple, si on encadre des personnes dans le cadre d'une fonction que l'on a auprès d'elles, on doit respecter la laïcité. Quand vous prétendez que faire enlever à une femme son voile dans la rue, c'est ça la laïcité, vous vous trompez. En plus, quand je dis que vous salissez la laïcité, je voudrais l'expliquer. Vous ne permettez pas que je... Non mais attendez, je ne croyez pas que c'est plus efficace de répondre maintenant et après vous... Je veux argumenter. Pourquoi est-ce que je dis que vous salissez la laïcité ? Parce que vous en donnez une version liberticide. Or, la laïcité, ce n'est pas la destruction de la liberté. C'est effectivement la règle qui permet à des personnes de toute confession, de toute conviction spirituelle, qu'elles soient athées ou agnostiques ou croyantes. D'ailleurs, il y a un sondage récent qui montre que les athées et les agnostiques sont majoritaires en France. La France n'est plus la fille aînée de l'Église, il faut le savoir. Eh bien, la laïcité permet à des personnes de toute conviction de coexister pacifiquement. Et ce n'est pas la guerre, c'est la paix qu'elle permet. Qu'est-ce que la laïcité ? Soyez gentil, j'aimerais bien pouvoir répondre à plusieurs choses, donc j'ai un peu besoin de temps. Premièrement, sur les images, je pense que tout le monde les a vues, moi je les ai vécues, je ne vois pas où vous avez vu une injonction, de la violence, etc. Je n'ai absolument rien imposé à cette femme. C'est elle qui m'a dit, parce que je lui ai dit que son voile, elle ne devrait pas mettre son voile dans la rue, elle m'a dit, eh ben, si vous voulez, je l'enlève, mais est-ce que vous enlèveriez votre cravate ? Et je lui ai dit, mais bien sûr. En fait, cette femme voulait me démontrer que le voile était un morceau de tissu comme un autre, comme une cravate, comme une chemise. Et qu'elle décidait. C'était les deux choses qu'elle voulait démontrer. La vérité, c'est que sa démonstration était fausse de but en blanc. Un, évidemment qu'un voile, ce n'est pas une cravate, puisque c'est un signe religieux. Deux, évidemment qu'elle ne décidait rien, puisqu'elle disait elle-même que c'était sa foi qui lui ordonnait de faire cela. Et trois, il n'y a eu qu'à voir sur les réseaux sociaux les insultes, les menaces de mort que cette pauvre femme a subies de la part d'autres musulmans pour lui signifier qu'elle n'est absolument pas libre ni de le mettre ni de l'enlever. Enfin, là où vous vous trompez, c'est que je n'ai rien imposé. Il n'y a pas eu de violence. D'ailleurs, cette dame m'a trouvé très sympathique. J'ai vu ça chez Hanouna après. Maintenant, sur le fond, la discussion est plus importante. Vous dites, la laïcité, ce n'est pas imposer
quelque chose, ce n'est pas liberticide, c'est uniquement la liberté religieuse et le moyen de coexister. Vous avez parlé de liberté religieuse. Bon, moyen de coexister. D'abord, vous oubliez simplement que la laïcité a d'abord été une arme politique, une arme de guerre contre l'Église et contre l'influence de l'Église. C'est archi vrai. C'est archi vrai. Il n'y a eu aucune violence contre l'Église, mais vous racontez n'importe quoi. Aucune violence, ok. Il n'y a pas eu de violence. Alors on va parler de violence. Ok, monsieur Citez-moi un exemple de violence en 1905. Vous voulez que je vous cite les congrégations expulsées Manu Militari par l'armée? Pas Manu Militari. Vous voulez que je vous cite les biens les inventaires avec l'armée, monsieur Pénard-Ruiz, l'armée. Est-ce que vous savez que les congrégations... Laissez-moi parler. Que pensez-vous des bûchers de l'Inquisition? Quel rapport? Qui a fait les bûchers de l'Inquisition, sinon l'Église catholique? On peut pas parler de tout, là. Là, vous êtes... Mais on va parler de l'Inquisition, ne vous inquiétez pas. Ça a été une vraie libération. Vous inquiétez pas. L'un après l'autre, pour qu'on puisse bien suivre le débat. Là, on est à la fin du 19e siècle. D'accord. Au début du 20e. Et le pouvoir républicain persécute des chrétiens, expulse des congrégations à l'étranger. Moi, je ne le récuse pas, c'est moi qui choisis mes mots. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et envoie l'armée pour faire l'inventaire des congrégations. Et la laïcité... Laissez-moi finir. Alors, la laïcité, ce fut une arme de guerre assumée à l'époque. Il n'était pas aussi tendre que vous. Voyez, il n'était pas aussi hypocrite que vous. La laïcité, merci. Quand le député socialiste... Si vous insultez, on continue pas le débat. L'hypocrisie, c'est quoi? Vous m'insultez pas dans votre texte. Et moi, je ne dis rien. Et moi, je ne dis rien. Non, non. Allons, monsieur, vous m'insultez en parlant d'hypocrisie. Je veux dire par là que vos ancêtres républicains assumaient... les ancêtres républicains, vous vous sentez l'héritier de ces républicains qui ont fait la loi de 1905, oui ou non? Donc c'est pas une insulte que de dire vos ancêtres républicains. Bon. Eux disaient, nous voulons éteindre les lumières dans le ciel. Eux disaient qu'ils voulaient abattre le cléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, souvenez-vous. Eux n'avaient pas honte. Merci, la laïcité, la laïcité a été une arme de guerre contre l'influence de l'Église. Et donc, pour vous expliquer, je vous ai laissé parler longuement. Attendez. Combattre le cléricalisme, ce n'est pas combattre la religion, monsieur Zemmour. La religion, quand elle est vécue comme une foi sincère qui n'engage que les croyants, est parfaitement respectable. Le cléricalisme, c'est tout à fait autre chose. C'est la volonté d'exercer un pouvoir. Moi qui suis d'origine espagnole, je peux vous dire ce que c'est que le cléricalisme en Espagne. Quand l'évêque de Burgos disait « Bénis soient les canons, si dans les brèches qu'ils ouvrent fleurit l'Évangile ». On n'est pas en Espagne. Attendez, on est en France, les bûchers de l'Inquisition ont existé. Au Moyen-Âge. Attendez. Au Moyen-Âge, contre les cathares. Pas seulement, monsieur, pas seulement. Servet qui a été brûlé vif, Giordano Bruno qui a été brûlé vif. Écoutez... La religion est respectable, le cléricalisme ne l'est pas. La volonté de pouvoir des religions est quelque chose de mortifère. Vous savez bien que l'Église a censuré la science. Giordano Bruno brûlé vif. Galilée est obligé d'adjurer le mouvement de la Terre. Mais en même temps, c'est lui qui était protégé par le... Vous êtes un peu schématique dans votre histoire, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, la laïcité... C'est le principe qui permet à des croyants, des athées et des agnostiques de vivre ensemble. Ça, vous l'avez déjà dit. Sur la base du fait que la République promeut le bien commun à tous et qu'elle n'a pas à privilégier la religion. Et c'est cela à quoi on a mis un terme en 1905. C'est ça que vous voulez. Éric Zemmour, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi autant de débats jusqu'à maintenant sur la laïcité, pourquoi autant de débats autour du voile, pourquoi autant d'incompréhension autour de la laïcité. Pourquoi la laïcité, il dit par exemple que vous l'utilisez comme une arme identitaire. Mais non. J'ai répondu pour l'arme contre l'Église. Maintenant, je vais répondre sur l'islam et sur la laïcité. La laïcité, vous l'avez tout à fait raison, c'est la liberté religieuse et c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, on peut être athée et on n'est pas religieux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Liberté religieuse est un propre. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Bah alors, très bien. Là-dessus, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Et puis, c'est la neutralité de l'État. Vous serez d'accord aussi. Mais il y a une troisième chose, qui est un principe presque philosophique à l'origine également de la laïcité, c'est la discrétion dans l'espace public.
Non. Mais si, Ce- mais si. ce Monsieur, principe, monsieur, l'espace monsieur, public attendez, n'impose laissez-moi pas la parler. discrétion. Monsieur, vous quand... inventez. Non, je n'invente rien. Montrez-moi un texte qui impose la discrétion. Je vais vous dire, quand Montrez-moi monsieur... un texte. Laissez-moi parler. Quand monsieur Chevènement devient président de l'islam de France, il dit « Je conseille aux musulmans le devoir de discrétion ». C'est pas un laïc, monsieur Chevènement? Non, mais c'est un conseil qu'il donne, c'est pas une loi. Non, mais j'ai pas dit que c'était une loi, j'ai dit que Ça c'était le n'impose pas à une principe. femme de retirer le voile dans la C'était rue. le Ça lui impose principe. de le retirer si, par exemple, elle a une fonction C'était officielle. le principe, le devoir de discrétion. Parce qu'en vérité, Non, c'est la pas un laïcité, la laïcité, si vous voulez, ce n'est pas la solution à tout. La laïcité, c'est comme disait Régis Debray, le cadre, mais ce n'est pas le tableau. Ça peut nous éviter de nous massacrer, mais pas de donner des raisons de vivre. Le problème de la laïcité tel qu'on le voit face à l'islam, c'est que l'islam, n'a pas d'église, donc on ne peut pas combattre le cléricalisme en islam parce qu'il n'y a pas d'église, et 2, vous disiez que ça permet de résister aux pressions de la religion, sauf que ça ne leur permet pas, parce que l'islam a très intelligemment utilisé la liberté que promeut à juste titre et légitimement votre règle laïque, notre règle laïque, pour faire de l'entrisme et pour dire c'est la liberté de chacun que, et en fait, il n'y a pas de liberté. Parce Éric que tout Zemmour, simplement. si Et j'ai bien compris, si vous êtes président, Oui, vous mais faites je voudrais Je enlever. finis, monsieur Personne ne Pénarby, porte je le voile finis. dans Vous la allez rue. répondre. Vous inquiétez pas, vous allez répondre. Tout simplement parce que en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Vous savez, monsieur Renan, je finis, je cite ma phrase de Renan et je vous laisse parler. Ernest Renan, qui n'était pas un type d'extrême droite. C'est un homme d'un autre temps, selon Mais c'est un votre républicain. discours. Oui, mais c'est un homme d'un autre temps. Non, pas Éric du Zemmour, tout. après C'est un qu'il républicain qui 1882, connaissait. ça. Et alors Moi, il je a citais tort. quelque chose de Et plus donc Voltaire a tort aussi quand il attaque l'Église, parce que c'est un homme d'un autre éloignons temps. pas. Votre argument. Bon. Alors, mon argument est simple. Quand vous dites c'est révolu, non, c'est pas révolu. Non, monsieur Renan, Ernest j'écoute Renan, Renan. grand républicain et grand spécialiste Terminé. des religions et de l'islam en particulier, disait, dans une conférence d'ailleurs de 1883, l'islam est l'union indiscernable du spirituel et du temporel, c'est le règne d'un dogme, c'est la plus lourde chaîne que l'humanité ait jamais portée. Éric Zemmour, ma alors, question, avant de vous donner la parole, juste un je instant. voudrais Éric répondre. Zemmour, si un jour vous êtes président de la République, ça veut dire que vous interdisez de porter le voile même dans la rue à tout le monde? Je pense qu'il faut interdire le voile, de porter le voile dans la rue, dans tous les services publics, dans toutes Ça, les c'est Même entreprises. pour marcher dans la rue. Bon, alors, je voudrais répondre dites sur dans la rue, Renan oui. peut se tromper. Ah, Renan peut- peut parfaitement se tromper. Ah, bah voyez. Bon, alors, ce que je voudrais vous dire maintenant... Je pense qu'il connaissait beaucoup mieux l'islam que vous et moi. Attendez. Vous faites un amalgame, monsieur Zemmour. Vous procédez par amalgame. Vous amalgamez l'islam à l'islamisme. C'est une grave erreur. Il y a des milliers de musulmans en France qui vivent leur religion de façon parfaitement paisible. Vous n'avez pas le droit de Bon, disqualifier... je vous interdis, S'il je vous vous plaît. interdis de dire de quoi j'ai le droit. Vous n'avez pas le droit de disqualifier toute la communauté des musulmans sous prétexte qu'il y a une minorité, effectivement, que je combats comme vous, d'islamistes, qui veulent imposer leur point de vue. Donc, arrêtez avec vos amalgames. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire « toute la gauche fait ceci ». Mais de quel droit traitez-vous toute la gauche en faisant un amalgame? De quel droit on me Bon. traite de fasciste? Non, mais attendez, moi je vous ai jamais traité de fasciste. Non, mais- Arrêtez, arrêtez. Mais vous Ne dites faites d'extrême pas droite. d'amalgame. Vous dites Non. d'extrême droite dans votre texte. C'est la même chose. Vous utilisez des amalgames, vous cherchez à faire peur, vous avez une vision apocalyptique du grand remplacement. Il y a 67,5 millions de Français en France. Vous savez combien il y a d'immigrés d'origine maghrébine? 8,7%. C'est-à-dire à peu près 6 millions. Comment Ça pouvez-vous fait dire 30 ans. que 6 Ça fait 30 ans millions... qu'on sort ce chiffre. Comment pouvez-vous dire que 6 millions de personnes vont remplacer 67,5 millions de personnes? Eh ben, écoutez, vous voulez faire peur. Monsieur vous Pénarvise. gouvernez les esprits à la peur. Ah, et ça je colle pas. gouverne les esprits. Ça colle pas. D'accord, Ça colle pas. d'accord, Éric mais- Zemmour vous Il répond. faut, cette histoire du grand remplacement, c'est un fantasme. Eh ben, voyons. Il ne faut pas En tout faire cas, peur il y a, aux Français. il y a 67% des Français qui pensent que ce n'est pas un fantasme. Mais Ne c'est vous en pas- déplaise, monsieur Mais Canard. attendez, ils peuvent être 67, mais il se Non, trompe non. comme monsieur Renan. Non, Ah, non, voyons. je vous dis simplement les chiffres. Non, moi aussi, je vous dis les 67 chiffres. Moi aussi, je vous millions donne et demi des de chiffres. Moi Français aussi. et 8
8,5 millions d'immigrés à 8 d'origine millions, maghrébine et qui ne sont pas tous islamistes. Je le répète, je n'ai jamais il faudra dit, arrêter de monsieur faire de Pénarvis. l'amalgame. Éric Zemmour vous répond. D'abord, je pense, moi, que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Ben, vous avez tort. Monsieur, je vous Alors, citais, Les catholiques et les, je- il vous et répond. les bûchers de l'Inquisition, c'est la même chose. je Dites-moi. peux vous pas répondre faites ou pas? ça, c'est Est-ce un que je amalgame. peux vous Henri répondre? Peña-Ruiz, Est-ce que je on a peux bien vous compris répondre? vos questions, on les a bien notées. D'ailleurs, dans cette conférence dont je parlais de M. Renan, en 1883, s'appelle « L'islamisme et la science ». Et ensuite, il parle de l'islam. Parce qu'en fait, il y a 30 ans, les deux mots étaient étroitement synonymes. Deuxièmement, en revanche, je fais une grande différence entre l'islam et les musulmans. Les musulmans peuvent très bien avoir une pratique, une approche modérée de l'islam. Mais, comme disait mon vieil ami Malek Chebel, malheureusement défunt, dans ce cas-là, ils sont modérément musulmans. Et c'est bien ce qu'on a vu avec cette histoire de voile. Comment cette pauvre femme s'est faite insulter et menacer de mort parce qu'elle osait prétendre qu'elle avait la liberté d'enlever le voile. En vérité, il n'y a pas de liberté d'enlever le voile en islam. Menacés de mort, c'est pas l'ensemble des musulmans. Ce sont des islamistes. En tout cas, monsieur. ce sont les seuls qui se sont exprimés. Non, mais il faut arrêter. Et que, deuxièmement, Français, il y a une chose très simple. communauté. Il y a une, Faut mais arrêter. d'abord, moi, je ne connais pas de communauté. Je ne connais que la communauté nationale. Le mot de la fin. Et qu'une communauté nationale. Et je vous rappelle qu'il y a une chose très simple. Monsieur Mélenchon lui-même disait jadis, qu'est-ce que le voile? C'est de l'auto-stigmatisation. C'est pour permettre de se stigmatiser ensuite. C'est un signe politique, politico-religieux. Parce que tout simplement, l'islam est une religion politico-religieuse. C'est la charia qui veut imposer des règles politiques, juridiques, sociales à tous. Et vous savez, il y a une évolution dramatique en France. C'est-à-dire que les musulmans âgés, plus de 50 ans, 60 ans, ne sont que 20% à répondre, c'était un sondage pour l'Institut Montaigne il y a quelques années, à répondre que la charia était supérieure aux lois de la République. Parmi les jeunes, 20 ans, 25 ans, ils sont plus de 50% à déclarer que la charia est supérieure aux lois de la République. C'est ça l'évolution Alors, moi, de notre pays. J'aimerais bien Et votre que dernier vous, mot. arrêtiez de vous acharner sur une m'acharne communauté. pas du Je tout. suis aussi hostile que vous à l'islamisme comme projet politique de domination. Je n'ai jamais eu aucune faiblesse à l'égard de cet islamisme. Mais je n'accepte pas que l'on fasse un amalgame entre l'immense majorité des musulmans et l'islamisme. Vous permettez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Donc, vous l'avez déjà dit. Non, s'il vous plaît, Vous répétez. arrêtez de faire du métadiscours pour commenter ce que je vous raconte, quand ça vous déplaît. Je n'aime pas cet amalgame que vous faites. Tous les gens de gauche sont pareils. Les musulmans sont tous proches de l'islamisme. Vous avez dit vous-même que vous ne faites aucune distinction entre l'islam et l'islamisme. Moi, je la fais, parce qu'il faut la faire. Vous savez, les trois monothéismes ont eu leurs extrémistes. L'Église catholique a eu ses extrémistes qui voulaient brûler les hérétiques. Et ils brûlent les hérétiques aujourd'hui, M. Pénarvis. Non mais alors, faut arrêter là, 2 minutes là. Ils brûlent les hérétiques aujourd'hui là. Ils décapitent les gens dans la rue quand ils font des caricatures de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Mais est-ce que répondez à ma question? Est-ce qu'ils décapitent les gens dans la rue parce qu'ils font des caricatures de Jésus-Christ? L'Église a alors arrêtez un peu votre cirque et cette comparaison ridicule. L'Église a été obligée d'accepter la laïcité. Il a fallu. Mais pas avec des gens comme vous, Monsieur Pénarvis, avec des gens qui acceptaient le combat et qui acceptaient le fait que la laïcité était une arme et uniquement une arme. Et pas avec des gens comme vous qui faites les mijaurées quand on ose enlever un voile. L'Église n'a plus les moyens d'exécuter les gens qui sont hétérodoxes. Elle n'a plus ces moyens. Parce que le combat laïque les lui a ôtés. On vous a entendu.
un jour, ça arrivera aussi. Merci. Ah oui, Pour un jour. l'islamisme. On sera tous morts. Alors, Mais arrêtez, doucement. c'est de l'apocalypse. Là, vous faites- Mais terminé. l'apocalypse, c'est le dévoilement de la vérité, Moi, monsieur j'ai pas Pénard-Ruiz. peur. Je n'ai En pas grec, peur du remplacement. apocalypse, c'est dévoilement Mais de la vérité. Vos chiffres sont Alors, on a un autre incroyables. débat. Merci beaucoup. On a un autre débat. Merci beaucoup, Henri Pénard-Ruiz, d'être venu interpeller sur la laïcité, sur l'islamisme, puisque ça vous est beaucoup reproché. Je vous remercie beaucoup et on va accueillir Denis Oliven qui est en train d'arriver. Je vous remercie beaucoup et saluer votre mère de ma part, puisque je sais que vous tenez beaucoup à elle. Alors, saluez votre mère de ma part. Voilà. Vous avez la chance de l'avoir encore. Éric Zemmour, saluez-la. en attendant Denis Oliven qui est en train de s'installer, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Voilà, je vais me faire gronder en plus. Oui, parce que vous n'avez pas. Si vous êtes président de la République, à supposer que imaginons vous que ai vous soyez répondu président de la République. Je vous ai répondu. Je n'ai pas bien compris votre réponse. j'ai Vous allez interdit le interdire, voile. par exemple, le voile dans la rue. Tout le monde, personne ne pourra porter le voile Vous dans la savez, rue. un des premiers gestes du président Bourguiba, président tunisien, un des premiers gestes du président Bourguiba dans les années 50, c'est qu'il a, vous pouvez aller voir les images sur Internet, il a dévoilé les femmes. Voilà, un des premiers gestes. Donc Bourguiba, le Tunisien. Nasser a refusé, le président égyptien a refusé de voiler les femmes comme lui demandaient les frères musulmans. Je ne parle même pas d'Atatürk qui dévoilait les femmes et qui coupait la barbe des musulmans dans la rue. Imaginons. Mais c'est pour vous dire que c'est dans les pays musulmans qu'on s'est pris le plus violemment. Moi, ce que je veux, c'est effectivement, je pense que le voile est un signe politique, un signe de colonisation du paysage et de la rue. Et donc, il faut qu'il soit interdit. Après, on prendra les moyens les plus efficaces. Par exemple, effectivement, ça va être difficile de contrôler les voiles dans la rue, Bien sûr. évidemment, mais on peut par exemple interdire les voiles dans tous les services publics, la poste, les entreprises, etc. Bon, Éric Zemmour, avant de passer, on va accueillir Denis Oliven dans un instant, mais imaginons un seul instant, poursuivons que vous soyez candidat. Imaginons que vous soyez élu, imaginons que vous soyez président de la République. Quelles seraient vos premières mesures pendant les 100 premiers jours? Les 3 premiers jours 100 premiers. 100 premiers jours, écoutez, je pense que vous soyez là qu'il pendant y a, les 100 premiers il y a jours. 3 grands thèmes. Immigration, identité, islam, c'est-à-dire je proposerai un référendum avec toutes les mesures pour, par exemple, interdire le regroupement familial, supprimer le droit du sol, vous voyez, expulser les délinquants étrangers, toutes les mesures qui, si elles ne sont pas votées par le peuple par référendum, seraient annulées par le Conseil constitutionnel. Et deuxièmement, il y a un autre I qui est instruction. Je pense qu'il faut un gros travail sur l'école. Il faut rétablir une école digne de ce nom qui s'est complètement effondrée en supprimant, par exemple, le collège unique, etc. Mais on va en parler, il y a des mesures pour réindustrialiser le pays, mais je pense que c'est là notre thème, un de nos thèmes de discussion, donc je ne vais pas avancer et lui prendre un peu de temps. Alors justement, bonsoir Denis Oliven, merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous, dirigeant d'entreprise, écrivain, homme de gauche. Vous êtes un libre-échangiste, un européiste convaincu. Vous êtes contre le c'était mieux avant et vous avez écrit donc ce livre, Un étrange renoncement, chez Albin Michel. Pourquoi les Français ont l'impression de ne plus y arriver? C'est le renoncement de la France à la croissance. C'est ce que vous dites en quelque sorte. Alors, on a envie de savoir effectivement tout d'abord, vous définissez comme libre-échangiste, le protectionnisme, est-ce qu'il est l'adversaire, selon vous, du libre-échangisme? Ah oui, il est non seulement l'adversaire du libre-échangisme, mais il est l'adversaire de la croissance et de l'enrichissement de notre pays. Je ne crois pas que je vais surprendre Éric Zemmour en lui disant ça, on a déjà eu l'occasion de discuter. J'aurais bien aimé, j'ai plein d'autres désaccords avec lui dont j'aurais aimé parler, mais on va se concentrer là-dessus. Parce qu'en effet, il a à plusieurs reprises par le passé déclaré sa flamme protectionniste. Et je considère que le protectionnisme est une facilité. Que Paul Samuelson, un grand économiste qui était prix Nobel d'économie, a dit le protectionnisme, c'est le sujet qui permet à peu près à la totalité des économistes d'être en désaccord avec la totalité des hommes politiques. Parce que les hommes politiques sont en général protectionnistes et les économistes globalement ne le sont pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas? Économiste moderne. Moderne. Pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas? Parce que le protectionnisme, c'est pas sérieux. Ou plus exactement, je vais sans doute choquer vos soutiens, ça n'est pas courageux. Pourquoi c'est pas courageux d'être protectionniste?
parce que ça consiste à faire porter le poids, la responsabilité des difficultés françaises, qui sont nombreuses, à une cause extérieure, la mondialisation, le marché mondial, au lieu de s'interroger sur nos propres responsabilités. C'est pas courageux, Éric Zemmour, il vous répond. Si vous me permettez Allez-y, juste de finir, de finir, d'aller au bout. Oui. Au lieu de s'interroger sur nos propres responsabilités, sur ce que nous n'avons pas fait, sur les réformes que nous n'avons pas entreprises. Et il suffit de se comparer à des pays qui sont voisins des nôtres, l'Allemagne, la Scandinavie, enfin la Suède, le Danemark, la Hollande, pour voir que confrontés eux aussi au marché mondial et même plus ouverts que nous, ils ne rencontrent pas nos difficultés parce qu'ils se sont beaucoup mieux préparés. Et donc, devant cette mondialisation, choisir l'option protectionniste, je ne sais pas si pour utiliser une formule, je ne sais pas si vous voulez combattre le grand remplacement, mais là, le protectionnisme, ça nous conduit au grand appauvrissement et donc ça ne me paraît pas responsable. Alors, moi, je ne serais pas aussi dogmatique et idéologue que vous. Je ne pense pas qu'il y ait d'un côté le bien avec le libre-échange et de l'autre côté le mal avec le protectionnisme. On a vécu, on a subi des choses négatives avec le libre-échange. Je ne parle pas de... Vous savez, on dit même que la Révolution française, une des causes de la Révolution française, c'est le traité de libre-échange franco-anglais de 1780 qui a appauvri l'industrie textile française naissante. Il y a eu effectivement un protectionnisme qui peut être intelligent, qui peut être matiné avec du libre-échange, comme à la fin du 19e siècle sous la Troisième République. Une espèce de première mondialisation et en même temps une habileté protectionniste. Je ne pense pas que le libre-échange soit toujours bien. Il est dangereux pour ce qu'on appelait, vous savez, les économies en enfance, les économies débutantes. Vous connaissez cette théorie de Frédéric List comme moi. Et il favorise surtout les forts, les très forts. C'est pas pour rien que, par exemple, les Anglais se sont développés à l'abri de barrières protectionnistes. Et quand ils ont été les plus forts du monde, au XIXe siècle, ils ont imposé le libre-échange. Ce n'est pas pour rien, et là, vous ne pourrez même pas opiner du chef, que les Américains avaient jusqu'en 1945 des taux de protection énormes de 50%, et que c'est après 1945, quand toutes nos économies européennes étaient effondrées, qu'ils ont imposé le libre-échange, parce que là, ils étaient les plus forts. Et pareil pour l'Europe. On dit toujours, vos amis macroniens disent toujours ah, mais le général de Gaulle, lui, il a accepté en 1958 le traité de Rome et donc le libre-échange. C'est vrai. Mais on oublie régulièrement de dire que d'abord on était un marché commun à 6 pays et que surtout il y avait autour de ce marché commun ce qu'on appelait un tarif extérieur commun qui était du protectionnisme. Donc tout ça pour vous dire que moi je ne suis pas aussi dogmatique que vous, je pense que ça dépend. Ça dépend, il y a un bon libre-échange, un mauvais libre-échange, un bon protectionnisme, un mauvais protectionnisme. Alors, maintenant, aujourd'hui, non mais je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que vous êtes dogmatique, que le libre-échange n'est pas toujours bon et que le protectionnisme n'est pas toujours mauvais. Le protectionnisme n'est pas toujours bon non plus. Le libre-échange n'est pas toujours mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre un instant sur ce point, parce que c'est pas du dogmatisme. Si, c'est du dogmatisme pour moi. Il n'y a pas un bon et un mauvais libre-échange. On voit, ça dépend de la situation. Quand les historiens se pencheront sur la période que nous avons vécue de 1945 à nos jours, ils diront que la mondialisation est un phénomène exceptionnel qui a, en termes de richesse, de croissance, d'abaissement de la pauvreté, de la famine, etc., été extraordinaire, y compris pour les pays riches, y compris pour nous, qu'il a soutenu dans sa croissance. Simplement, certains pays, je ne suis plus d'accord avec vous. Se sont ajustés intelligemment parce que par ailleurs la mondialisation produit des effets négatifs parfois, même si globalement elle est très positive, elle a un effet négatif sur le climat, elle peut avoir des crises financières et puis elle détruit ici ou là localement des industries parce qu'elle les délocalise. Et certains pays se sont adaptés à cette donne. L'Allemagne, la Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adapté leur système éducatif, ils ont adapté leur marché du travail, ils ont investi dans l'innovation. Et ça, c'est une... Oui,
Dans ce cas-là, on tire le pari le plus important de la mondialisation et on développe de la croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La réaction qui consiste à dire « Ah ben comme il y a des effets négatifs, au lieu de faire comme les Allemands, on va augmenter les tarifs douaniers, on va se protéger, on le sait par l'expérience historique, à des effets négatifs. » C'est un peu comme si vous disiez, pour prendre une image, vous avez un petit problème au poumon, je vous propose d'arrêter de respirer. Attendez. D'abord, je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Parce qu'effectivement... On est pressé par le temps. C'est vrai. Mais enfin, il faudrait voir quand même les ravages sur les classes ouvrières et les classes moyennes des pays occidentaux qui ont été ravagées par le chômage, par l'appauvrissement, du fait de ce que vous appelez la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minc. Mais non, je n'ai pas dit la mondialisation. Je sais bien. Maintenant, moi, je vous dis que c'est beaucoup plus subtil que ça et que vous passez un peu vite par pertes et profits les souffrances des gens, les conséquences des délocalisations, le chômage de masse, la misère, etc. dans les pays riches. Chez nous, absolument. En France, chez nous, en France. Et pas en Allemagne. Attendez, même en Allemagne, il y a eu un appauvrissement, etc. Même en Allemagne. Mais attendez, de toute façon, notre discussion est intéressante, mais théorique, puisque nous sommes dans la mondialisation, nous sommes en plus, avec l'Europe, les meilleurs élèves de la mondialisation, les plus naïfs, parce que je tiens à vous dire quand même que le libre-échange théorique est en vérité contrebattu par des tas de mesures pour plein de pays, pour beaucoup de pays. Les États-Unis sont très protectionnistes. Les Allemands sont en vérité très protectionnistes, très malins. Nous, les Français, nous sommes des naïfs, nous sommes des ingénus. Et la Commission de Bruxelles est l'ingénu en chef. Donc le libre-échange, et vous savez très bien qu'il y a des différences de normes, vous savez très bien qu'on joue là-dessus, que ce n'est pas seulement les tarifs douaniers. Mais de toute façon, on doit, effectivement, on n'a pas le choix puisqu'on a confié, pour moi c'était une erreur, mais c'est une autre discussion, à la Commission de Bruxelles notre responsabilité des négociations commerciales. Et on nous dit qu'à tous, à plusieurs, on sera plus fort. Ce qui est faux, parce qu'en vérité, finalement, on défend les intérêts de l'industrie la plus puissante, qui est l'industrie allemande. Et que, accessoirement, on va parler des intérêts français. Mais de toute façon, là où je serais d'accord avec vous, après tous ces préambules, parce que nous avons des désaccords théoriques. Et j'ai une question. Je pense effectivement qu'on doit être bien meilleur et on doit prendre des mesures pour s'adapter à cette concurrence féroce. On doit effectivement regarder ce que font les autres. Il n'est pas normal, et là je suis d'accord avec vous, que nous soyons dans la pire des situations. Il n'est pas normal que nous n'ayons plus d'excédent de balance commerciale depuis 2005, alors que tous les pays européens, à part l'Angleterre, en ont. Même l'Italie, même l'Espagne. Il n'est pas normal que, vous savez, quand on était jeunes, vous et moi, on nous apprenait que les déficits de la balance commerciale pouvaient être compensés par notre balance des services et que finalement, nous avions une balance des paiements excédentaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une catastrophe. Nous avons une position extérieure nette, vous savez, la différence entre ce qu'on possède sur les autres et ce qu'ils possèdent sur nous, de négative de moins 695 milliards. Oui. Alors que les Allemands ont une position extérieure nette de 2770 milliards. Donc, je veux dire, là, la mondialisation nous a vraiment détruits parce que nous n'avons pas su y faire face. Je pense quand même que l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, sans précaution et sans, comme ça, brutalement, a détruit, je pense que les calculs, c'est 1 million d'emplois. C'est pas mal quand même. Et la part d'industrie dans le PIB de la France, c'est proche de celle de la Grèce. De 13%, alors que les Allemands ont maintenu à 24%. C'est ça que vous allez me dire. Je le sais d'avance et vous avez raison. Et même les Italiens ont maintenu à 20% de la part industrielle. Je pense que ce n'est pas seulement le libre-échange. Là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi, d'abord, la bêtise de nos élites, qui ont rêvé à je ne sais lequel industrie sans usine, qui ont rêvé que, comme ils disaient dans la fin des années 80, les Chinois fabriqueront des chaussettes et nous leur vendrons des Airbus. Dire une naïveté de nos élites incroyable. Je ne crois pas. Une jobardise de nos élites. Et aussi, mais on va en parler, l'adaptation de notre système fiscal, de notre système social. On va en parler. Je ne suis pas en désaccord avec cela. Je serais volontiers en parler. C'est pas la naïveté de nos élites, non pas que je défende nos élites, c'est que nous n'avons pas, depuis une quarantaine d'années, assumé des choix qui, par ailleurs, étaient des choix judicieux. Entrer dans l'Europe quand on est un petit pays comme la France, et qu'on est confronté à des géants que sont les États-Unis,
Vous avez dit que les États-Unis prenaient des mesures protectionnistes, mais le poids du commerce international pour les États-Unis est beaucoup plus faible que le nôtre, parce que son marché est bien plus grand. On n'a pas les mêmes impératifs. Ils sont très déficitaires. Très déficitaires. Oui, mais ça pèse peu, c'est la moitié de notre... Allez dire ça aux ouvriers qui sont au chômage dans les usines américaines. Nous avons fait un choix raisonnable et rationnel qui était la construction européenne, l'union, la création d'un grand marché, qui est les 2/3 de notre commerce extérieur se fait au sein de la zone européenne. Ça nous a permis aussi de créer une stimulation pour notre innovation, notre adaptation, mais nous n'avons pas été au bout de ces choix. Et aujourd'hui, dire aux Français le sujet majeur, c'est la mondialisation, ou c'est un sujet où l'Europe, c'est à nouveau se nourrir d'illusions et retarder les ajustements que d'autres ont faits et qui leur permet d'avoir un commerce extérieur plus important que le nôtre, meilleur, plus positif et équilibré, mais sans avoir les effets. Tout à l'heure, vous avez dit la mondialisation a détruit des centaines d'emplois, y compris en Allemagne. Non, la mondialisation, elle a 2 effets. Elle a un effet d'amélioration considérable du pouvoir d'achat de la classe ouvrière, des employés. Mais oui, quand vous achetez... Les chômeurs qui peuvent acheter, effectivement... Non, elle a un effet d'amélioration du... Pourquoi est-ce que la gauche a été autrefois favorable au libre-échange ? Parce que le libre-échange, c'est des produits, c'est des iPhones ou des smartphones à 200 €. Mais fabriqués où ? Oui, mais mais ça c'est d'un côté le pouvoir d'achat et de l'autre, c'est quand on est capable de s'adapter, d'innover, de développer des industries nouvelles, la faculté de développer nous aussi nos produits pour l'exportation. Et nous n'avons pas fait l'autre. Pardonnez-moi, vous êtes dans l'angélisme. Moi, je vous répète, aussi, vous êtes dans c'est l'angélisme des Scandinaves, c'est l'angélisme des Allemands qui n'ont pas du tout notre taux de chômage, qui ont une protection sociale importante, qui ont un appareil scolaire efficace. C'est pas l'angélisme, c'est la politique courageuse de réforme. J'aimerais poser une question sur les dépenses publiques, messieurs. Eh ben justement, je vais allez-y, posez votre question parce que je vais en parler. Les dépenses publiques de la France, elles ont atteint 62% du PIB en 2020. Est-ce que c'est soutenable ? Je vous pose la question, Éric Zemmour. Justement, c'est le sujet. Parce qu'une fois qu'on a discuté de théorie, bien sûr. Moi, je pense que M. Oliven est dogmatique. Je ne suis pas comme lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, nous devons faire des choix et nous ne les faisons pas. C'est-à-dire que nous avons des dépenses publiques folles. Le 62%, c'est faussé, je vous l'accorde d'avance, par le Covid. Mais on était avant à 54%. Et on était largement en tête. On avait un taux de prélèvement de 47%, un prélèvement obligatoire de 47%. Et je pense que c'est d'abord et avant tout dû à notre protection sociale qui représente 30% du PIB, qui est colossal. Nous sommes champions du monde. On a un problème, c'est que cette protection sociale pèse énormément sur nos entreprises. Charges sociales, impôts, etc. Nous devons donc alléger cette protection sociale. Or, les Français, et ils ont raison, sont attachés à leur modèle social. Donc, je pense que nous devons réduire la protection sociale par la solidarité nationale, pour faire revenir la solidarité nationale aux nationaux et pour l'enlever aux étrangers. C'est-à-dire ce que j'appelle les dépenses de solidarité nationale, c'est toutes les dépenses qui ne sont pas contributives. Évidemment, un étranger qui travaille et qui paye ses charges sociales, il a le droit à l'assurance maladie, etc. En revanche, tout ce qui est les dépenses de solidarité nationale, c'est-à-dire minimum vieillesse, allocation logement, allocation familiale, doivent être réservés aux Français. Je pense que là, nous pouvons faire une économie, d'après les calculs, de 20 milliards. C'est beaucoup. On pourrait ainsi redonner de l'argent aux Français les plus pauvres, parce que vous avez beau dire que la mondialisation est excellente pour le pouvoir d'achat, c'est aussi, vous avez raison, les produits sont pas chers, ils sont produits ailleurs, mais ils sont pas chers. Mais seulement, les gens n'ont de moins en moins de moyens de les acheter parce que ça tasse aussi à la baisse les salaires. Et en France, en plus, et là je vous l'accorde d'avance, comme nous avons des charges sociales excessives, le salaire net n'est pas assez élevé. Donc nous pourrions, avec ces 20 milliards d'économisés, réduire la CSG des petits salaires, les salaires au SMIC jusqu'à salaire médian, et ça donnerait une possibilité d'augmenter le salaire net. Donc, vous voyez, ça c'est une première... Une baisse de la CSG. Vous savez, moins, si vous voulez, moins d'allocs pour les étrangers, plus de salaire pour les Français. Ça va être difficile de débattre de ça en si peu de temps. C'est un impôt qui finance la protection sociale. Mais, votre regard ? Je pense que c'est le même système, c'est-à-dire que
En matière d'industriel, vous avez... au fond, vous victimisez, vous cherchez une cause efficiente extérieure. D'un côté, c'est la mondialisation sur l'industrie, et sur la protection sociale, c'est l'immigration. D'abord, on pourrait revenir sur les chiffres de l'immigration. Je ne partage évidemment pas ni votre analyse, ni vos solutions. Elle me paraît même, pour tout dire, farfelue. Vous avez le droit. C'est pas du tout Elle me paraît farfelue. Pourquoi ? Parce que on vient d'avoir à nouveau une analyse de l'OCDE. On en a une tous les ans par différents laboratoires d'économie sur le coût et les charges de l'immigration. Et elle montre quoi ? J'ai regardé cette étude. Elle est complètement biaisée. Laissez-moi aller au bout, si vous me permettez. Non, mais elle vient après tant d'études. Ils sont biaisés. Tous les ans, il y en a eu. Biaisés. Et en gros, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'immigration coûte à peu près. Elle coûte à peu près 80 milliards d'euros par an, et elle nous rapporte à peu près 80 milliards d'euros par an, parce que les personnes dont vous dites qu'ils bénéficient de la solidarité, des mesures de solidarité, ils appartiennent en général à des ménages dont certains travaillent, Pardonnez-moi, non. Si, ils payent les chiffres sont terribles. Vous avez 8% de chômage en France, vous avez 24% de chômeurs parmi les étrangers extra-européens. Vous avez 13% d'inactifs en France, vous avez 40% d'inactifs parmi les étrangers extra-européens. Non. Si. Non. Si, Non. monsieur Olivier. Vous avez très exactement, ça c'est les chiffres de l'INSEE, vous avez à peu près le même taux d'inactivité ou d'activité. Non, excusez-moi, non. Non. Bon, on vous mettra pas d'accord. On va regarder. Mais en tout cas, de toute façon, Messieurs, c'est pas il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a aussi parce que pour l'industrie. Mais vous ne pourrez faire croire à personne, même si vous. Vous ne pourrez pas faire croire, c'est la vérité. D'abord, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est pas moi. Mais vous n'arriverez. D'abord, il est pratiquement impossible de faire ce que vous préconisez. Mais pourquoi ? Oui. La baisse de la CSG. Mais non, parce que vous allez priver des gens qui sont régulièrement sur notre sol et qui contribuent à nos charges à travers les impôts de consommation, les impôts locaux, dont le mari travaille. Monsieur Oliven, comment attendez, allez-vous faire ça? Monsieur Oliven, un monsieur qui paye ses impôts, qui n'a pas d'enfant, il paye quand même pour l'éducation nationale. Donc, excusez-moi, et pourtant, il ne se plaint pas. Oui, c'est ça. Pour les allocations familiales... C'est le principe de l'universalité. Merci, je ne vous le fais pas dire. Eh ben voilà. Oui, bon, mais quelqu'un qui est sur notre sol et qui est arrivé de manière régulière et qui, par ailleurs, participe de différentes façons, qui contribue de différentes façons aux charges de la nation... Je vous le répète, il a le droit à ce qu'il contribue. On a le droit de choisir. Ça ne rend pas le principe d'égalité. Ça ne rend pas le principe d'égalité. La solidarité nationale, elle est nationale. Supposez même que vous fassiez partir ces gens, parce que les systèmes de protection sociale ne les assureront plus. Vous perdrez autant de revenus que de charges. Votre problème de protection sociale sera le même. Et là, on n'est pas d'accord. Il est mensonger de dire aux Français, au lieu de faire les réformes de protection sociale qu'ont fait tous les autres pays, sur la maladie, sur la retraite, de faire ce que tous les autres pays ont fait. Mais ça n'empêche pas de faire des réformes sur la retraite. Mais ça n'empêche pas de porter, par exemple, l'âge de la retraite à 64 ans. L'Allemagne a 3 ou 4 points de PIB de moins de dépenses sociales. Elle n'a pas du tout utilisé les moyens que vous évoquez. Et elle a une assurance maladie. On n'est pas obligé de faire comme les Allemands. Bon, j'avais une dernière question. On ne va pas la poser sur le réchauffement climatique. On n'aura pas le temps. Je vous remercie. On n'est pas obligé. Et pour l'industrie, il n'y a pas que la mondialisation. Il faut effectivement baisser les impôts de production, par exemple, baisser beaucoup plus que ce qu'a fait le gouvernement. Il faut effectivement alléger les charges. Il faudrait même alléger les normes. On a un vrai problème, mais on n'aura pas le temps de parler d'environnement. On a un vrai problème de normes environnementales qui sont excessivement appliquées en France et qui fait que les entreprises délocalisent beaucoup plus. Vous ne craignez pas que la baisse de la CSG puisse rompre le principe d'égalité face à l'impôt ? Lionel Jospin avait été retoqué par le Conseil constitutionnel lorsqu'il avait touché. Je pense qu'on a le droit de baisser, de privilégier les bas salaires. C'est pas la première fois qu'on fait des exonérations de charges sociales pour les bas salaires. On va passer à la conclusion, le petit mot de la fin. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez bien. Merci beaucoup, Denis Oliven, d'être venu interpeller Éric Zemmour sur l'économie. Éric Zemmour, dernier mot. Il nous reste 3 minutes pour terminer. Déjà, je vous ai mis ici, je vous donne toutes les questions que les téléspectateurs de Face à l'Info vous ont posées. Il y en a énormément que je n'ai pas pu poser, évidemment, je vous donnerai. Après, si je retiens un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens la baisse de la CSG, c'est une proposition. Absolument. Que vous faites. Une proposition. C'est une proposition concrète, mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est le sens de mon combat. C'est-à-dire que je pense qu'il faut lutter, après, ça sera trop tard. Il faut lutter pour que la France reste la France. C'est tout.
C'est l'essence essentielle du message que je veux transmettre. Au-delà, après, c'est des mesures, on peut discuter. Après, c'est de la philosophie économique, c'est toujours intéressant. Voilà, on peut discuter. Je pense que le sujet majeur, c'est est-ce que la France restera la France ou deviendra la terre d'un lieu de conflit qu'on a déjà, de 2 civilisations sur notre sol, et qu'il y en a une qui l'emportera et qui emportera notre pays vers ce que j'ai appelé un Liban en grand. Je ne sors pas de cela. C'est le sujet majeur. Après, si vous voulez, on peut parler, j'ai toujours plaisir à converser avec M. Oliven, on peut parler du déclin économique français, des solutions. Vous voyez, moi, il y a des solutions avec lesquelles je suis d'accord avec lui, il y a des solutions avec lesquelles je suis pas il est en désaccord avec moi, bon, très bien. Mais ça, c'est le déclin. Et c'est important, il faut le traiter rationnellement. Après, il y a la vie et la mort d'un pays et la vie et la mort d'une civilisation. C'est 2 sujets différents qu'il faut traiter également, mais l'un n'a pas l'importance de l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. Étrange synchronicité, le 4 novembre 1965, Charles de Gaulle Allez-y, je vous écoute. déclarait sa candidature à la présidence de la République. Diable. Alors justement, je vais surtout n'en rien faire parce qu'on va dire que je ne m'aimets pas dans Les le grand Charles. téléspectateurs de Face à l'info vous demandent est-ce que vous vous déclarez Non, je ne me candidat déclarerai à pas la ce soir en présidence? tout cas. Pas ce soir. Voilà. Vous avez prévu de vous déclarer? On verra bien. Vous inquiétez pas, je le ferai savoir. On ne s'inquiète pas. Tout le monde le saura. On pose la question. Oh, On m'interroge tellement que tout le monde le saura. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Éric Zemmour? Dernier mot, dernière question. Une bonne santé. Une bonne santé. Vous manquez de santé? Non, Santé mais fragile. voilà, une bonne santé. Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous me demandez qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Une bonne santé pour continuer à porter mon message qui, je crois, donne de l'espoir à des millions et des millions de Français. C'est ce qu'ils me disent partout où je vais et ça me fait chaud au cœur. Et puis continuez à vendre vos livres? Ah ben évidemment, avec grand plaisir. J'aime vendre mes livres, évidemment. J'aime que les gens me lisent. J'écris pour ça depuis des décennies. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous votre éventuel programme. Merci J'ai à même vu vous sur vos de m'avoir comptes reçu Twitter ici. que vous voulez créer un puissant ministère de l'Industrie. Vous avez beaucoup de projets. Vous ne vous êtes pas déclaré candidat, mais en tout cas, on sent que ça ne va pas